c'est les mêmes projections qu'on retrouverait en judo ou en jiu-jitsu. Tout à fait. C'est des projections où on va effectivement sacrifier sa propre posture pour amener l'autre au sol. Mais en général, on veut que ce soit sa tête qui touche le sol en premier. Exactement. Oui, le but, c'est quand même que ce soit lui qui aille au sol d'abord. Vous faites encore une excellente remarque, et je vois que vous êtes connaisseur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on va parler d'Aikibudo et de maniement des armes. Nous sommes en compagnie de 2 pratiquants. Avant de commencer le podcast, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les ouvrages à propos d'Aikibudo ou à propos de maniement des armes, vous pouvez vous rendre sur notre site www.budo.fr. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec 2 pratiquants. Alors, je vais vous laisser vous présenter, honneur aux dames peut-être. Tout à fait. Merci. Alors, moi, je m'appelle Sandra. Et en fait, j'ai commencé, j'avais 15 ans et c'est un petit peu hachuré. J'ai un parcours un peu hachuré. Mais au cumul, en gros, j'ai 6-7 ans d'Aikibudo et un petit peu moins en Katori Shintoryu, donc en pratique des armes au Kobudo. Donc moi je suis Eric Doré, je suis 4e dan d'Aikibudo et 3e dan de Katori Shintoryu. Ça fait 30 ans à peu près, on arrive presque à 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais bon voilà, c'est ainsi que je pratique. Voilà, et j'ai eu le plaisir de rencontrer tous les sensei qui sont dédiés à cette pratique-là. Ok, et vous dirigez un dojo à Antibes, qui est un dojo donc à la fois d'Aikibudo et de Katori Shintoryu. Tout à fait. Donc où vous enseignez à la fois le maniement des armes et les techniques à main nue. Tout à fait. Je voulais vous remercier déjà de nous avoir invités pour présenter cet art exceptionnel qu'est l'Aikibudo, parce que c'est un art exceptionnel. Je remercie bien sûr Maître Alain Floquet qui m'a permis de m'exprimer auprès de vous, et bien sûr les 2 techniciens nationaux, Sensei Daniel Dubreuil et Sensei Paul-Patrick Armand, et bien sûr tous les gens qui nous entourent et qui m'ont permis de pratiquer depuis toutes ces années. Voilà, je vous remercie. Et la mairie d'Antibes aussi, parce que la mairie d'Antibes nous permet d'avoir ces locaux gracieusement. Bon, s'ils regardent la vidéo, on leur passe le bonjour. Alors du coup, ça m'amène à ce que je disais, c'est-à-dire l'Aikibudo, c'est quoi ? C'est un peu la question qui est pas facile à répondre. Parce que moi, je vais un peu le simplifier de façon un peu vulgarisée pour tout le monde. Parce que souvent, on demande effectivement la différence entre l'Aikido et l'Aikibudo. L'Aikibudo, c'est un art, en fait, il est plus martial que l'Aikido. L'Aikido, dans le sens où on est sur de la déviation d'énergie, alors qu'en Aikibudo, il y a quand même une notion plus guerrière. Puisque, en fait, l'Aikibudo, il est issu de techniques qui datent d'avant-guerre. Donc, on était vraiment dans le but de tuer son ennemi. Voilà, en gros, pour simplifier. L'Aikibudo, c'est une pratique typiquement européenne ou ça existe aussi au Japon ? Dans Aikibudo, il y a Budo en fait. Et donc sur la martialité ancestrale, d'ailleurs, Maître Floquet dit souvent « je fais du Budo ». Et il a voulu toujours intégrer, il dit souvent que l'Aikido est intégré à l'Aikibudo. Et sa démarche, ça a été toujours d'aller chercher dans l'expérience de la martialité ancienne, en fait, pour construire son Aikibudo, mais aussi qui est évolutif. Et ça, on le verra certainement au cours de l'entretien, parce que c'est un long débat et ça mérite beaucoup de peser tout ce sens, en fait. Alors après, sur votre question, non. Au Japon, non. Bien que lui ait travaillé au Japon avec les grands maîtres dont on parlera tout à l'heure, il a développé son art dans le monde, que ce soit en Russie, au Canada, au Maroc, etc. Mais les Japonais ont leur martialité, donc n'ont pas introduit l'Aikibudo dans leur panel de techniques martiales. Et donc, c'est une pratique qui est historiquement issue de l'Aikido. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'Aikido classique qu'on connaît ? Alors, on résumerait ça en fait en 5 socles. Premièrement, c'est les outils pédagogiques. Les outils pédagogiques sont très importants en fait parce que vous avez la distance de Shikama, donc la distance rapprochée. Ça, je dis ça pour nos auditeurs en fait, voilà, pour ceux qui seraient un peu naïfs mais qui connaîtraient pas forcément toujours ça. Donc Shikama, distance rapprochée, distance de saisie. Ce qui permet à un débutant de savoir comment orienter le corps, comment lui-même se mettre en mouvement à travers les saisies. Donc il y a 14 saisies en fait qui se font en Shikama. Donc c'est des saisies qu'on pourrait trouver dans la vie courante. En fait, vous êtes dans le bus, paf, on vous saisit par le col, par les épaules. C'est un peu ça en fait. Et donc comment on se sort de cette saisie-là ? C'est ce qu'on apprend avec à la fin un atemi, comme on dit, un coup. Voilà. Donc il y a les saisies de devant et les saisies en mae et en ushiro, mais saisies donc devant et de derrière. Ouais. Voilà. Ça c'est un des premiers fondements en fait qui m'a moi-même encouragé en fait parce que
c'était une découverte de la biomécanique de son partenaire et donc de sa façon de travailler aussi à soi, en fait. Puisqu'on sent l'énergie, on sent si la personne est forte, si elle est plus menue, si elle est un peu comme ça, un peu en tension. Donc, c'est ça, ça permet ça, en fait. Ça permet de sentir les vibrations du corps de l'autre, en fait. Voilà. Et après, de sortir par une technique, puisque c'est une agression. Hein, on rentre dans votre bulle, etc. Alors, je me mets à la place du grand public, je vais m'adresser à vous. Je vous en prie. Du coup, un pratiquant néophyte ou même quelqu'un qui ne pratique pas les arts martiaux, qui verrait ça d'un point de vue extérieur, est-ce qu'il verrait la différence entre une clé d'aïkido sur une saisie et une clé d'aïkibudo? Alors les clés, non. Sur la clé spécifiquement, non, parce que voilà, il n'aurait pas l'expérience, on ne lui aura pas donné des explications. C'est plus sur la finalité. C'est-à-dire que, alors moi, il se trouve que j'ai fait de l'aïkido. Alors moi j'habite en région parisienne, donc vous avez accès à tout ce qui est beaucoup plus, enfin vous avez accès à tout. J'ai déménagé donc en PACA il y a 5 ans et à défaut de trouver de l'aïkibudo dans la ville où j'étais, j'ai fait de l'aïkido. Et j'ai pu voir la différence pour le coup. Donc vraiment dans l'aïkido, vous êtes dans la déviation d'énergie et là j'ai senti la différence par rapport à l'aïkido. Une fois de plus, je vais vulgariser, hein. Je vais vraiment dire ça, peut-être que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai qu'en Aikibudo, vous avez cette notion vraiment de finir la technique. C'est-à-dire que vous arrivez au sol, vous avez marqué la clé, vous avez tué votre adversaire. En Aikido, vous êtes vraiment dans de la déviation d'énergie. Il y a des clés, mais un peu moins marquées. Les mouvements sont beaucoup plus ronds. Voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'ampleur, dans la dynamique. Voilà, on est plus dans vraiment, c'est de l'énergie qui travaille en continu. Et au niveau des atémis, il y a une différence du coup? En atémi, oui. C'est-à-dire qu'à l'aïkibudo, on marque les atémis. Vous entrez, il y a un atémi. En aïkido, l'atémi, il est presque il est toujours là, mais au final, vous ne le marquez pas forcément. C'est vrai, quand je pratiquais l'aïkido, du coup, je rentrais avec un atémi et je leur demandais s'il fallait le faire. Mais il est là, il existe. Hein. Mais c'est vrai qu'il ne le marque pas forcément. Il passe directement dans la déviation. Pour le grand public qui pratique, c'est des arts martiaux, l'aïkibudo et l'aïkido, qui sont essentiellement tournés vers la préhension, c'est-à-dire les mouvements de saisie, les mouvements de clé articulaire. Il y a peu d'atémis en termes de proportion. Alors c'est vrai que les atémis ont été restreints au fil du temps, puisque Maître Floquet vient du Jiu-Jitsu, en fait, du Nihon Jiu-Jitsu, ou de l'aïkido Jiu-Jitsu. Il était 7e dan d'aïkido Jiu-Jitsu, et après, son art, il l'a fait évoluer vers l'aïkibudo, comme Ueshiba a fait évoluer, vous connaissez l'histoire aussi, d'Aitoryu Aiki Jiu-Jitsu vers l'aïkido. Et au début, c'est vrai que les formes étaient plus marquées, donc plus contraignantes, plus frustres, et elles sont petit à petit, elles se sont assouplies, on va dire ça comme ça, on va dire édulcorées, afin que les pratiquants de tout type, de toute race, dirions-nous, et de tout sexe, puissent s'y retrouver, que ce soit adulte, enfant ou adolescent. Ouais. Parce qu'au début, effectivement, il y avait une rugosité qui a été gommée petit à petit par le maître, parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un art martial où il y avait toujours un peu les douleurs des clés, etc. Il voulait que ça soit, voilà, ça s'efface au fil du temps. Et donc après, il a préféré aller de plus en plus vers le mouvement, puisqu'il dit qu'à un moment, un dessin dans l'espace, c'est de l'aïkibudo, en fait. Si on regardait l'aïkibudo et l'aïkido sur certains pans, on dirait, ah bah tiens, ouais, bah c'est pareil. Les deux. Oui, et on après, voit pas forcément la différence. Voilà, après les variations, on était dans le Shikama, mais après il y a le Wano Seishin, qui est une des variations essentielles, parce que ça on le retrouve pas en Aikido. Ils en font de temps en temps, mais c'est 2-3. Alors expliquez ce que c'est exactement. Alors, le Wano Seishin, il n'y a pas de contrainte en fait. La personne vient vous saisir, on dit que c'est l'alpha et l'oméga de l'aïkibudo. Et c'est vrai en fait, puisque quelqu'un qui comprend, qui arrive à gérer le Wano Seishin, il peut faire un très bel aikibudo parce que c'est très développé. Il va rentrer dans la technique et il va amener son partenaire, voilà, vers la chute d'une façon homogène sans avoir d'à-coup. Et le Wano Seishin vous amène à ça, c'est-à-dire que la personne vient vous saisir et vous vous effacez dans l'esquive en utilisant son énergie. Donc c'est le Tai Sabaki qui va jouer, voilà, Nagashi ou autre, ou Oerimi. Alors j'explique pour les auditeurs. Ouais. Tai Sabaki, c'est donc le corps qui esquive en entier, c'est un effacement du corps face à l'avancée de l'adversaire. Irimi, c'est quand l'adversaire rentre dans la distance. Tout à fait.
Et la dernière chose... OIRIMI. Oh, voilà, bon, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de distance, mais c'est pas exactement la même chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence? Je suis pas spécialiste d'aïkido. OIRIMI, c'est vraiment un grand développement du déplacement, en fait. Nagashi, c'est juste une rotation. Et le OIRIMI, c'est un grand déplacement dans le mouvement qui amène le partenaire à la chute parce que vous l'emmenez vraiment dans le cercle et vous êtes le centre Donc, ce sont des mouvements de clé et de préhension qui, pour le grand public, ressemblent à l'aïkido. Et effectivement, un néophyte ne verrait pas tout à fait la différence parce que c'est des arts martiaux un peu jumeaux. C'est-à-dire que l'aïkido a été développé en grande partie à partir de l'aïkido. On est dans la même fédération. Oui, voilà. Tout à fait. Avec le kinomichi et le wanomichi. Par contre, il y a des différences, on va dire, philosophiques sur la finalité des clés. Alors, vous me disiez au début que c'est plus martial. Mais je remarque un élément, vous m'avez dit aussi qu'on marque moins les clés et les percussions, que c'est moins marqué que dans certains styles. Alors, qu'est-ce que vous entendez par martialité, du coup, quand vous dites c'est plus martial? C'est-à-dire que, alors déjà, la martialité, elle est, alors, on parlait de la différence, en fait, il y a les katas. Il y a les katas modernes. Oui. Donc ça, c'est ceux qui ont été construits par Maître Floquet et ses assistants. De l'époque. Et puis, il y a les katas anciens. Et donc, un bon aikibudoka, entre guillemets, hein, parce que voilà, il n'y a pas de curseur, en fait, hein, voilà. Chacun a son niveau, chacun a sa façon d'être, etc. Ça, c'est pas un sujet. Mais, il doit connaître, puis dans chaque programme, on parlera des programmes aussi, si vous voulez, dans l'évolution des programmes, premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, il y a tout un ensemble de katas. Et donc, il y a le kata moderne qu'a construit Maître Floquet et les katas anciens, qui sont issus de Maître Minoru Bushizuki, par exemple, ou du Daitoryu aussi, puisque dans le troisième, quatrième dan, on retrouve du Daitoryu, mais c'est pas l'essence de la pratique de prime abord. D'abord, c'est le mouvement, le shikama, comme je disais tout à l'heure, et après on évolue vers le ma, donc le ma, la distance où il faut faire un pas pour saisir, ou le toma, qui est la grande distance. Ok. Voilà, et donc c'est ça. Et donc il a mis au coin des kion, de projection ou d'immobilisation. Donc des exercices fondamentaux. Et des exercices fondamentaux, bien sûr, tous les Honjo Hondo. C'est Honjo Hondo, c'est-à-dire on pousse l'adversaire, on est saisi avec une double saisie des mains, etc. C'est en général les exercices préparatoires, les Honjo Hondo, c'est ceux qu'on fait au début dans le cours. Au préalable, avant, on ne faisait que les Honjo Hondo en échauffement. Ouais. On ne faisait pas un échauffement avec toutes les parties du corps, on faisait les Honjo Hondo qui mettaient déjà le corps en mouvement dans l'échauffement. Est-ce qu'il y a eu des différences de pratique entre les femmes et les hommes, par exemple, dans ce genre de mouvement? Je sais que, par exemple, les femmes ont naturellement une grande souplesse pour les mouvements de jambes, donc les taisabaki sont souvent un peu plus marqués, un peu plus ronds, un peu plus longs. Est-ce qu'on voit des différences de pratique pour l'aïkibudo féminin? Alors, disons que en tant que femme, de toute façon, on est obligé d'être beaucoup plus précis sur la technique que les hommes. C'est-à-dire qu'un homme, de fait, physiquement, il va passer la technique. Que porte de force, ouais. De toute façon, elle va passer, si je puis me permettre. Hein. Ouais. Une femme, elle va tomber sur le mec qui fait 1m80, 90 kg, elle n'a pas le choix, elle sait qu'elle ne va pas le passer en force. Donc, oui, elle va être obligée de jouer sur la technique. De fait, effectivement, généralement, je dis pas tout le monde, mais généralement, en souplesse et en déplacement, on est plus forte au départ. Et ensuite, on travaille la technique. Donc, effectivement, oui, j'ai envie de dire, naturellement, on acquiert plus vite les techniques de déplacement. Ok. Et je rappelle qu'il n'y a pas de compétition en Aikibudo, je ne me trompe pas. Hein. Non, il n'y a pas de compétition. Donc, vous pratiquez ensemble dans le dojo, et là, donc, il n'y a pas de catégorie de poids, tout le monde pratique avec tout le monde. C'est tout le monde avec tout le monde, et le but, justement, c'est de travailler plein de gabarits différents. Au départ, oui, pour commencer la technique, on va se retrouver quand même avec quelqu'un à peu près de son envergure, parce qu'on est quand même là pour... c'est pas une compétition, quoi. On est là pour travailler une technique. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est justement de travailler avec quelqu'un d'un gabarit différent parce que ça vous oblige à descendre vos centres de gravité, de revoir vos déplacements, de revoir vos placements de bras, de jambes. C'est ça qui est intéressant de s'adapter justement à la corpulence de l'adversaire en face, d'autant plus pour une femme. Parce que toujours pareil. Et il y a des techniques qu'on arriverait à passer sur quelqu'un de notre gabarit, sur quelqu'un de plus gros ou de plus baraqué. Normalement, quel que soit le gabarit de la personne en face, vous passez la technique. C'est juste, il faut s'adapter. Okay. Moi, quand je tombe sur un grand, oui, du coup, j'ai pas besoin de me baisser. Forcément, quelqu'un plus petit que moi, je vais me baisser plus. Mais vice-versa, un homme qui va tomber sur moi, il va être obligé de vachement descendre sur son centre de gravité. Il va être obligé vraiment de descendre sur ses cuisses et pour réaliser la projection. Et ensuite, il y a un travail de finition au sol. Alors, soit avec des atemis, soit avec des clés, si j'ai bien compris.
Les atemi, c'est quel genre de frappe? C'est des coups de poing, des coups de pied? Comment ça se présente? Alors, c'est des frappes en revers. On a aussi des coups de pied, ça peut se faire aussi, puisqu'on a un kata des coups de pied. Puisque le maître est très attaché en fait au pied et au poing. Ok. Fukyuchi no kata, donc un kata des coups de poing, qu'il a intégré dans sa pratique et qui est demandé au premier dan comme le kata des coups de pied. C'est vrai qu'on peut tout à fait mettre un atemi avec un maegiri par exemple, ou alors la frappe en revers, ou alors avec un tetsui par exemple, ou une frappe au dé. Voilà. Ok. Donc ça c'est marqué, mais c'est pas, on va dire, marqué d'une façon forte. Bah, c'est juste, on montre que on a maîtrisé son adversaire et après on le finit avec une. Et c'est comme dans les arts martiaux traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle percussion, on met pas les gants pour... Non. On arrête la technique avant de toucher, c'est Alors ça? ça, c'est une excellente question, parce que ça, en plus, je l'ai pas encore noté, mais ça me revient. Un jour, Maître Floquet avait une discussion comme ça avec quelqu'un qui lui disait moi, je préfère fermer les poings pour mettre des coups de poing. Et Maître Floquet ne voulait pas qu'on ferme la main, parce qu'il dit que ça raidit le corps, en fait. Lui, il a toujours préféré l'expression de la main ouverte, en fait, où on capte l'énergie par un shinogi, par exemple, donc l'esquive, on va dire, d'un Tsuki Jodan, donc d'une attaque qui vient au niveau du visage, voilà. Donc on esquive, et il ne voulait pas qu'il y ait ce côté je suis en garde avec mes poings fermés. Non, je suis ouvert à ce qui va se passer, m'intégrer dans l'énergie du mouvement qui va se produire devant moi et dans laquelle je vais pouvoir m'infiltrer pour placer ma technique. Et c'est ce que dit Sandra, en fait, c'est que on s'adapte, en fait. Et un aikibudoka qui comprend bien l'histoire de l'énergie, et ça on le concrétise en fait dans les Wano Seishin, en fait, quand on laisse passer, qu'on canalise, parce qu'il n'y a pas de reprise de quoi que ce soit, on ne fait pas de clé, on ne fait pas de technique dans les Wano Seishin, c'est juste une captation. C'est vraiment de la pure projection, en fait. Voilà. Ouais. Et donc c'est de capter cette énergie qui vous arrive et de pouvoir justement ne pas mettre en destruction, en fait, ou en rapport de force. Donc c'est l'autre. pas du tout les mêmes coups de poing qu'en karaté Shotokan ou qu'en boxe anglaise, par exemple. Non. C'est des attaques qui sont en général des attaques main ouverte. Donc les atemi main ouverte, on utilise en général le talon de la main. Alors sur les attaques, en fait, c'est les poings fermés. Ok. Parce qu'on se met dans parce que il y a pas d'attaque, en fait. Nous on est dans l'esquive, donc on travaille les attaques. On marque le moment où on a fait mal à l'adversaire pour ensuite finir la technique, et là on remarque de nouveau pour dire c'est juste à un moment dans la technique de dire bon bah voilà, ça y est, là c'est rentré, ensuite je continue et hop, là j'ai terminé. En fait, parce que dans l'absorption du coup de poing, en fait, on est main ouverte, ouais. On canalise et on reprend ce coup de poing et celui qui est tori, qui exécute le premier mouvement, l'initiative, lui, il a le poing fermé. Par contre, Uke, qui reçoit la technique, lui, il aura les mains ouvertes pour gérer. Pour gérer, exactement. Tout à et fait. Quand Uke fait sa déviation, sa clé qui l'amène tori au sol, quand il finit par un atemi, est-ce qu'il peut finir par un atemi point fermé? C'est très souvent. D'ailleurs, on a un kata qui s'appelle Kyonosae, qui est à des immobilisations. On finit atemi martial, main ouverte. Ok. C'est l'expression, en fait, là, si on va plus loin, entre la terre et le ciel, en fait, où on cumule les énergies et on fracasse, en fait. Voilà. Alors avant, c'était avec peut-être un couteau ou une épée, voilà, ou un katana. Il y a certains mouvements de l'aïkido et de l'aïkibudo qui viennent du maniement des armes. Tout à fait. D'où ça me permet de rebondir sur le fait que vous pratiquez aussi le Katori Shinto-ryu. C'est ça. Alors, même question, c'est quoi le Katori Shinto-ryu? On va poser la question à Sandra, toujours au départ. Vas-y. Tu peux parler? Vas-y, honneur aux femmes. C'est toi l'histoire. Alors, c'est le contrôle d'histoire, donc attention, je mets les mais points. justement, lui, là, ses notes. Non, mais même sans les notes. Non, parce que les notes, c'est juste ma mémoire, mais ma mémoire, elle est pas encore faillible. Ouais, alors, Maître Floquet a toujours voulu que les armes s'intègrent dans la pratique de l'aïkibudo. C'est pour ça qu'il a intégré le Katori Shinto-ryu, qui est la plus ancienne école d'escrime japonaise, qui date du 15e siècle, qui fait au bas mot de 54 katas à peu près. Quand on arrive à un niveau très élevé, sur un premier, il y a déjà quand même beaucoup de katas déjà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces armes ici. Et dans l'évolution de la pratique, pour le pratiquant, on passe au yaito à un moment, donc l'art de dégainer, donc le yaijutsu. Et donc ça s'intègre complètement. Et pour la petite histoire, Maître Floquet a travaillé sa conception du programme d'Aikibudo en fonction des armes. On retrouve dans le programme d'Aikibudo le Genoryu, le kata des origines en fait, où il fait la translation entre main nue et maniement du sabre. Et maniement du sabre, ok. Et pour lui, de toute façon, les techniques main nue venaient du sabre en fait.
Parce que, ne serait-ce que par l'esquive, par le contrôle, par exemple, d'un sabre au niveau du poignet, etc. Donc, côté gâchis, si on veut, voilà, torsion du poignet, etc., ça vient du sabre. Et il a toujours voulu intégrer ça, et il a trouvé ce budo-là, en fait, puisque on parle bien de budo, dans le Katori Shintoryu de maître Sugino Yoshio, le père d'actuel chian de l'école, voilà, qu'il a rencontré en 83. Et donc, il a intégré le Katori Shintoryu dans l'aikibudo. Et donc tout c'est un art martial assez complet en fait, parce qu'il y a à la fois à main nue, il y a les techniques de percussion avec les coups de poing, les coups de pied, il y a les techniques de clé articulaire même au sol, et aussi il y a les armes. Alors quand on dit les armes, en général on dit les armes, mais c'est surtout les armes blanches. Oui. Donc on travaille avec le bâton, mais on travaille aussi avec des armes en bois qui symbolisent les armes blanches, donc avec des bokken, avec des tanto en bois. Donc je le montre à la caméra, comme ça les gens le verront. Donc on a ici le bokken le plus classique. Donc c'est effectivement des armes en bois, mais qui sont faites pour s'entraîner au maniement du sabre sans avoir une vraie lame, ce qui serait dangereux à manier, surtout pour les débutants. Bon, en général, c'est vrai qu'ils utilisent le bokken quand ils ont déjà un peu de niveau, parce que pour les débutants en kendo, ils utilisent aussi le shinai, qui est un bâton fait de bambou, qui est un peu plus souple, parce que là, le bokken, mine de rien, si on prend un coup avec ça, c'est la batte de baseball. Ça quoi. fait mal, vraiment, oui, ça fait mal. Tout à fait. Donc, et si on travaille avec les lames, des fois, on fait des démonstrations avec les deux lames, parce qu'on a un kata qui est issu d'ailleurs du Yosekan, de maître Minoru Mochizuki, qui l'a mis en place avec maître Floquet, qui est donc le Tachiya Yosekan, ou le Yai Yosekan. Et là, des fois, pour montrer un peu plus de martialité, on travaille avec les deux lames, mais il ne faut pas qu'après, ça devienne des dents de scie, en fait, voyez. Donc voilà, donc c'est le contrôle de la lame, mais juste faut faire attention à la limite du fil de la lame. Ouais, je me rappelle de certains professeurs japonais qui faisaient des démonstrations avec les faucilles et qui s'étaient planté la faucille pendant la démonstration dans la cuisse. Ça commençait à saigner beaucoup, il a fallu arrêter. Ah oui, carrément. Ouais. Mais les accidents arrivent en démonstration. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez ramené à peu près toutes les armes. Donc on a à la fois le bokken, on a à la fois les tambo, donc les bâtons courts. C'est ça. On a aussi les bâtons longs. Tout à fait. Ici, un bâton long. Et on a là aussi la naginata, donc en bois. Parce que effectivement, si la lame était vraiment en métal, là pour les démonstrations, il faudrait vraiment être expert et faire extrêmement attention. Donc ça, c'est les armes traditionnelles, mais on entend par arme, comme je l'ai dit, que les armes blanches. Ils ne manient pas l'arc, ils ne manient pas Et puis dans les armes blanches, ils ne manient pas le kusarigama, la chaîne, ce genre de choses. C'est vraiment les armes traditionnelles. Ça, c'est pas sur notre école, ça. Oui. C'est encore une autre école qu'on trouve d'ailleurs dans la démonstration au Meiji, au temple du Meiji, là, toutes les années. Donc ça, on le voit, mais c'est pas du tout dans... Alors, il y a d'autres, il y a la yari aussi, qui est la lance très très grande, qui peut faire... Il y aurait les armes des samouraïs traditionnels. Mais ça, il n'y a qu'une partie, il y a aussi... ça arrive à un certain niveau, ça. Voilà, c'est ça, c'est à partir d'un certain niveau, parce que la yari, par exemple, c'est quand même une lance de 2,50 m à 4 mètres. Ouais. Donc ça demande une certaine expertise, puisque face à un bokken, il y a le ryoto, donc petit sabre, grand sabre. Voilà, et il y a le petit sabre tout seul, kodachi. Voilà. Et puis il y a aussi les deux, enfin tu peux manier deux armes, ça aussi c'est après avec deux armes en même ryoto, temps. Ouais. Le ryoto, ouais. C'est difficile de manier les armes au début. Est-ce que c'est vraiment un monde à part pour un pratiquant d'arts martiaux ? Alors moi je suis un cas à part parce que je préfère les armes en fait. Par exemple, parce que en tant que femme, une fois de plus, là il y a que la technique qui joue. Pour le coup, vous pouvez rien passer en force. Là, le mec en face, s'il connaît pas sa technique, il se prend un coup. Donc là, c'est jubilatoire, je veux le dire. C'est vrai. Mais non, c'est pas difficile. Après, ce qui est un peu difficile, oui, c'est peut-être les postures au départ, parce que ça vous demande d'avoir vraiment des postures super carrées. Parce qu'en aikibudo, encore, vous êtes sur le corps, ça se travaille, même si vous n'êtes pas exactement comme il faut, ça se travaille. Aux armes, tout de suite, vraiment, si vous n'avez pas la bonne posture, vous n'allez pas avoir les bonnes coupes et ça va être difficile. Donc, ce qu'on entend par coupe, je précise pour le grand public, c'est les angles d'attaque en particulier. Oui, c'est vraiment parce que vous allez attaquer à la tête, vous allez attaquer à la gorge, vous allez attaquer au flanc. Sur le flanc, vous allez attaquer aux cuisses. Voilà, vous allez toucher des... En fait, c'était tous les endroits. À l'époque, c'était quand ils avaient les armures. Il y avait des points faibles, en fait. Donc, toutes les entrées, c'est à ces endroits-là. Donc, non, après, c'est pas difficile. Enfin,
voilà, le bokken n'est pas forcément super lourd, c'est sûr, il faut le tenir, mais c'est pareil, ça s'apprend et c'est plutôt agréable. Enfin, moi, Ok. personnellement, j'aime beaucoup le maniement des armes. Et on retrouve le même genre de philosophie entre le maniement des armes et les techniques à main nue dans l'aïkibudo, ou est-ce qu'il y a vraiment deux mondes différents? Non, ça se rejoint complètement. Et ça, c'est vrai que, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le redire, c'est Genryu en fait qui fait ça, puisqu'on a toute une démarche avec un cérémonial, etc. Là, on est vraiment au cœur du budo, où après, il y a des techniques où il y a un attaquant et il y a des coupes de celui qui défend. Et après, on pose le sabre et on fait exactement la même chose, mais à main nue. Et donc, on retrouve les mêmes attaques qu'on avait avec le sabre. Et donc, le public même naïf de budo, il peut voir la correspondance, en fait. La correspondance entre les Ouais, mouvements. entre les Ok. Oui, mais souvent d'ailleurs, quand les profs donnent un cours, ils disent, les profs d'armes, ils vont vous dire, regardez, il va poser l'arme et il va dire, regardez, en aikibudo, c'est comme quand vous rentrez comme ça. Enfin, il y a vraiment Oui, c'est ça. Voilà, il y a un parallèle entre les deux. Excellente remarque. C'est là. Et dans le cours, je suppose qu'on travaille sur ce qu'on appelle des attaques codifiées, c'est-à-dire que on sait à l'avance, c'est un peu comme en karaté dans certains exercices, on annonce l'attaque, par exemple le Tsuki Jodan, et donc l'autre sait quelle attaque va arriver, il peut s'entraîner à la parade, et puis ensuite il y a des exercices de plus en plus difficiles où on n'annonce plus le niveau, on annonce que la technique, et puis ensuite plus du tout la technique, et là il faut réagir sur le moment. Exactement. Alors là, c'est bien, vous exprimez encore deux socles qui viennent un peu dans le flot de l'aïkido, mais pas vraiment en fait, puisqu'il y a le randori, qui est l'expression libre du pratiquant. Et là, c'est tout ce qu'il a vu dans un cours où, avant de passer un grade dans toutes les techniques qu'il connaît, il y a 3 attaquants devant lui, et ils font Tsuki Jodan, Tsuki Chudan, Omote, Ura, etc. Donc ils avancent, les frappes, on va Et dire. donc au début, dans les petits grades, ils annoncent leurs actions avant de les réaliser pour que l'autre Exactement. Tout puisse à fait. exécuter les parades. Tout à Et puis fait. petit à petit, quand on avance en grade, ils annoncent plus. Et donc là, il faut être prêt à n'importe quelle attaque qui arrive. Exactement. Là, on le met en œuvre directement. Et donc là, les attaquants, et ça défile. Hein. Ça va très très vite. Et donc il faut le Zenshin, il faut le Kime. Voilà. Alors, Zenshin, c'est l'attitude de contrôle, vigilance. Vigilance, tout à fait. Et le Kime, c'est l'énergie dans la Voilà. réponse à adopter. Voilà. Et le Shise, garder sa verticalité. Ça, c'est 3 points importants. Donc, quand on fait passer des grades, on regarde ces 3 points-là. Des fois, même plus que la compétence technique. Parce que la technique, c'est surtout le placement de la personne qui est important. Parce que des fois, vous pouvez être très bien placé et votre partenaire, il est déséquilibré et c'est fini, en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'aller faire une clé ou de prendre les épaules ou quoi que ce soit. Des fois, ça suffit. Et vous êtes sur sa zone de déséquilibre. Donc, le koizuchi, en fait, c'est le déséquilibre du partenaire. Donc, vous avez imprimé une énergie qui le déséquilibre et c'est fini. C'est un petit peu la même chose en judo. C'est vrai que le placement Exactement. En judo, ils font aussi du randori, donc du combat libre. Et effectivement, le placement de celui qui reçoit une attaque, une technique, est très important parce que s'il est bien placé, il est déjà en bonne position pour déséquilibrer l'autre, ou l'autre se déséquilibre lui-même en essayant d'aller chercher le gars bien placé. Exactement. Alors là, vous citez, ça c'est un Medada en fait. Voilà, c'est au cœur du sujet que j'adore. En fait, c'est toujours montrer à un pratiquant qui démarre où sont les points de déséquilibre, quels sont les axes de déséquilibre par rapport à un partenaire qui t'attaque. Si tu es dans sa zone de force, il n'y aura pas de déséquilibre. Au contraire, lui, il peut te contrer parce qu'on a aussi un travail de Kaishiwaza où on contre la technique, parce que tout peut se contrer, il faut le savoir. Mais si tu es dans une zone de déséquilibre, tu n'auras pas besoin de faire énormément de choses. En fait, c'est ce que disait un peu Sandra tout à l'heure, c'est que si on est bien placé, que ce soit la personne, elle soit un peu corpulente, fine, beaucoup d'énergie, vous aurez tout de suite la zone de déséquilibre, vous allez pouvoir le déplacer. Et il y a un point sur lequel vous allez vous y retrouver aussi, on est très adepte des sous-témis. Ok, donc des projections où soi-même, on va au sol avec... Exactement. Là, c'est c'est l'esprit de sacrifice de sa verticalité. C'est le seul moment où on perd sa verticalité parce qu'on tient beaucoup à notre chisé. Dans l'esprit de sacrifice, en fait, c'est vraiment, on s'introduit dans la technique, dans la frappe que nous offre l'autre, et on se déséquilibre avec lui pour le mettre au sol. Ouais, donc c'est les mêmes projections qu'on retrouverait en judo ou en jujitsu. Tout à fait. C'est des projections où on va effectivement sacrifier sa propre posture pour amener l'autre au sol, mais en général, on veut que ce soit sa tête qui touche le sol en premier. Exactement. Oui, le but, c'est quand même que ce soit lui qui aille au sol d'abord. Vous faites encore une excellente remarque, et je vois que vous êtes connaisseur, c'est très appréciable, parce que effectivement, Maître Minoru Mochizuki était un grand adepte des sutemi, puisqu'il venait du
du dojo de Jigoro Kano, du Kodokan avec maître Yoshio Sugino, justement, pour ne citer que. Et donc, il est très adepte des sutemi. Et donc, il a transmis cette connaissance des sutemi à maître Floquet, qui les a intégrés dans le programme. Mais on les retrouve à partir du 3e, 4e dan, attention. Oui. On ne fait pas faire ça à des débutants. Parce qu'effectivement, ce que vous évoquez, il tombe sur la tête. Effectivement, c'est ce qui a conduit en fait le judo un peu à s'épurer, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents au départ, parce que les gens tombaient sur la tête avec des cervicales brisées. Donc ça devenait un peu dangereux, il fallait calmer le jeu. C'était un petit peu l'idée de Jigoro Kano, c'est-à-dire que le jujitsu originel, c'était fait pour faire tomber le gars sur la tête. Exactement. Et en général, le flinguer. Et puis le judo, c'est plutôt éducatif. On le fait exprès. Il a modifié un peu les techniques, les angles des techniques, pour le faire exprès de tomber sur le dos. Et là, on considérait que la technique était valide également. Mais c'est vrai que pour la protection, la préservation sportive du pratiquant, c'est un peu mieux. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, il faut apprendre aux pratiquants petit à petit avec les dan. Quand on arrive au 2e dan, on commence à initier. 3e dan, on initie vraiment. Et 4e dan, on est dans la complétude. Parce que là, il faut être excellent shooter pour le coup, pour voilà. les sutemi. Là, on peut pas se louper. Il y a un gros risque de se blesser soi-même ou de blesser l'autre surtout. Je sais que les tendons des genoux, ça se flingue parfois sur certains sutemi. Et ça demande aussi d'avoir une salle bien équipée. Alors, est-ce que ça se pratique sur parquet ou est-ce que c'est sur tatami maintenant? Non. Ça se pratique sur tatami. Il y a eu une époque où ça se faisait sur parquet. Dans des temps où j'étais pas encore forcément né, oui, bien sûr, il faisait ça carrément sur du sol, ou sur de l'herbe. Parce que du coup, c'est très différent même avec les armes. Je sais que sur les armes, par exemple, les déplacements en tsugiyashi, c'est-à-dire en pas glissé, tout à fait. C'est mieux d'avoir du parquet sur du tatami, c'est difficile à réaliser. Ouais, et puis, bien d'accord. Sur certains types de sutemi, on a besoin de faire le pas glissé pour rentrer dans la technique. Tout à fait. Et ça aussi, sur du tatami, ça accroche un peu, c'est pas optimal. Par contre, c'est vrai qu'au moment de chuter, on est content pour la chute, je ça. recommande le tatami quand même. Et vous avez raison, on se glisse à l'intérieur en fait, du déséquilibre de l'autre, en fait. Ou alors, on le projette dans l'axe des épaules. Parce que on va lui faire une roue, en fait, et on va l'emmener au sol comme ça. Bon, il y a tout un ensemble de sutemi, on en a à peu près, je dirais, une vingtaine au programme, en fait, en développant un peu derrière. Ok. Et en termes de démonstration, je sais que c'est un art qui est très démonstratif, c'est-à-dire d'ailleurs, il y a souvent des démonstrations. Il y avait des démonstrations il y a quelques années au Festival des Arts Martiaux là, de Bercy. Tout à fait, oui. Et je sais que c'est un art qui passe bien en démonstration, mais justement, ça nécessite parfois d'adapter la technique, parce que justement, sur les démonstrations, parfois, il n'y a pas de tatami, ou il y a du parquet, ou c'est des démonstrations qui sont faites. Je sais qu'à la fête des sports, en début de saison sportive, il y a souvent des démonstrations en extérieur, donc que ce soit dans des jardins, dans l'herbe, etc. Là, ça nécessite d'adapter la technique quand même? Oui, bien sûr. Oui, là, on l'adapte, et c'est sûr que quand on n'a pas les conditions requises d'un tatami. Bon, à Antibes, on a, sur la fête des associations, ils avaient mis des gros tatamis, donc on pouvait faire et des sutemi et emmener la personne à la chute. Mais c'est vrai que sur certaines démonstrations, quand on est sur l'herbe, on fait attention parce qu'on n'a pas envie non plus de faire mal à nos pratiquants, qui sont quand même nos élèves. On n'est pas obligé de finir avec la chute forcément. Le tout, c'est de montrer. Après, l'autre pratiquant, il s'en va, mais oui. Est-ce que le public les comprend facilement? Est-ce qu'il comprend ce qui est représenté, la finalité des techniques, ou est-ce qu'il y a besoin vraiment d'expliquer? Oui, alors il y a toujours quelqu'un qui, au micro, en fait, qui explique quel est le fondement de cette technique, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on recherche, etc. Parce que des fois, c'est vrai que pour des gens qui sont connaisseurs comme vous verriez tout de suite ce qui se passe, mais pour d'autres personnes qui sont pas forcément dans les arts martiaux et qui cherchent des fois, voilà, qui peuvent chercher des cours en disant voilà, quand c'est sûr que quand on passe au sutemi, là, il y a des gens qui disent oulala, ça a l'air dangereux. Effectivement, ça peut l'être, mais bon, faut que ça soit maîtrisé par des gens qui savent. Mais on leur précise bien que c'est sur un grade élevé, que c'est pas en arrivant au dojo qu'on va aller faire du sutemi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, en fait, dans les programmes, quand je les construis, je mets pas forcément toujours des sutemi parce que c'est ce que je dis, ça peut effrayer. Et si on a envie que les gens pratiquent, il faut commencer par la base. En fait, c'est des choses simples de self-défense et puis après on évolue vers le mouvement. Alors c'est intéressant, je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'aime bien faire ça. Il y a d'autres sports de combat et arts martiaux dans lesquels les sutemi constituent le fondement même de la pratique et on apprend ça dès qu'on rentre. Je pense par exemple à la lutte libre, où là, l'objectif, c'est vraiment de saisir, d'agripper l'adversaire et de le mettre au sol. Et là, une bonne partie des techniques sont des sutemi. Bon, il y a un tatami, le tapis de lutte est vraiment fait pour ça, hein. En général, si on le fait bien, on sait pas mal. Mais on apprend ça aux débutants. Alors qu'en Aikibudo et en Katori Shinto-ryu, on attend un grade quand même assez élevé pour apprendre ça. Est-ce qu'il y a une vraie nécessité d'attendre
ou est-ce qu'on pourrait, dans d'autres formes de martialité, apprendre vraiment dès le début les sutemi ou d'autres techniques qui sont réservées à des hauts grades? Alors là, je vais vous faire 2 observations. Vous faites un comparatif avec la lutte. La lutte, ils sont déjà assez bas sur leurs appuis. Oui. On est d'accord? On est pratiquement sur, on va dire, sur du kibadashi en position du cavalier, mais très basse. Donc automatiquement, on amène au sol, mais on part, on va dire, de sa hauteur pratiquement. Là, on part de la verticalité, donc de quelqu'un qui vous attaquerait debout, comme moi, par exemple. Et il faut le faire chuter pour le faire pratiquement passer par-dessus vous, en quelque sorte, hein, donc de la hauteur de mes 1m87. Donc, si j'arrive au dojo et qu'on me dit tu vas chuter de ta hauteur, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que vous créez une aspiration ou vous créez le vide. Oui. D'accord? Donc, automatiquement, il n'y a plus rien devant vous. Au début, on fait des chutes, en fait, avec quelqu'un devant vous. Voilà. Et là, vous avez, en fait, l'image corporelle qui se dessine assez bien dans votre tête. Mais à un moment, quand vous passez au sutemi, il y a un vide sidéral devant vous. Et il faut que vous sachiez chuter dans ce vide qui est provoqué par votre partenaire, en fait. Et c'est là tout l'apprentissage, puisque des fois, voilà, je mets un gros nagekomi pour que les gens puissent chuter plus facilement, qu'ils aient pas peur de se faire mal. Et des fois, je les fais chuter sans les bras. Je leur fais accrocher le kimono et ils font une espèce de... En fait, on s'accroche comme ça, ouais. Et puis on part. C'est ça, voilà. directement. Là, et ça, voilà. Et on ne peut pas atterrir sur... Il faut être hyper arrondi et voilà, respirer un grand coup et puis voilà, faire la boule. Et du coup, sur les techniques de sutemi, ça, c'est des techniques qui sont assez intéressantes. Effectivement, vous avez évoqué Minoru Mochizuki, qui était un grand fanatique des techniques de sutemi. Il y a aussi des techniques où la finalité, c'est de faire chuter l'autre. Donc, effectivement, pour qu'il prenne... En gros, c'est le sol qui fait son travail, hein, tout simplement. Mais il y a aussi des techniques où on le fait chuter en sutemi, mais aussi pour se retrouver dans une bonne position, une fois le sutemi réalisé, pour faire une clé. Alors là, je pense aux pratiquants de jiu-jitsu brésiliens, ils sauront de quoi on parle, pour faire, par exemple, du jigatame ou une kimura. Donc, pour faire des clés sur les bras, on essaye de tomber en arrivant dans une bonne position pour maîtriser l'autre, pour lui faire une immobilisation ou une clé articulaire. Tout à fait. Ça aussi, ça se fait. Ça se fait. On a un sutemi... Enfin, c'est celui qui me vient à l'esprit, parce que quand vous parliez, j'ai eu cette image-là, en fait, du sutemi, que l'on fait souvent, où la tête du partenaire se retrouve sous votre aisselle, vous prenez les 2 épaules, vous agrippez plus ou moins le kimono et vous vous faites passer par-dessus. Oui. Vous voyez, il y a une espèce de chute plaquée arrière, et il passe par-dessus, et là, vous revenez sur la nuque avec votre poids de corps pour l'amener justement à une clé de nuque derrière. Ça, c'est assez redoutable. Bon, après, la personne tape vite parce que ça fait vite mal. Oui. Donc c'est les choses qu'on a aussi. Hein. Donc il y a les clés articulaires dont on a parlé. Ce qui est aussi intéressant dans ce genre de pratique, là je vais me tourner plutôt vers vous, c'est le fait que le travail au sol est parfois plus facile, pour les débutants en tous les cas, que le travail debout. Est-ce que il y a une différence vraiment entre le travail au sol et le travail debout, ou ça s'apprend naturellement? Non, je pense pas. Moi, je ne trouve pas. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein, c'est vos positions, vos clés, que ce soit au sol ou debout. Si vous n'êtes pas bien positionné ou si la clé n'est pas bien prise, il se passera rien en fait. Voilà, c'est pareil. Après, au sol, il y a des fois, c'est un peu plus difficile parce que justement, les histoires de genoux, il y a des gens pour qui, voilà, les travails à genoux. Et longtemps, c'est dur. Alors c'est marrant parce que vous évoquez, et vous avez évoqué aussi, cette pédagogie de l'enseignement. Et j'ai l'impression en vous écoutant que c'est un enseignement qui se tourne plutôt vers les adultes. Vous avez beaucoup d'enfants en Aikibudo ou pas trop? Moi, quand j'ai commencé, donc il y a 30 ans, l'Aikibudo n'était pas ouvert aux moins de 15 ans. Ça n'existait pas, les sections enfants. Autant en judo, en karaté, on vise souvent très jeunes les enfants, et moi-même mes enfants en font. Hein. Et c'est vrai qu'on les fait tous commencer par ça, hein, le judo, le karaté. L'Aikibudo, il y a 30 ans en tout cas, moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, il y avait aucun... J'étais la plus jeune, hein, et voilà. Mais petit à petit, maintenant, les sections ouvrent. L'aïkido, c'est pareil. Vous avez de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent, mais des très jeunes enfants. Plutôt quand je dis très jeunes enfants, c'est dizaines d'années, mais pas en dessous. Ouais, voilà. Ok. Oui, donc exactement, c'est exactement ce que dit Sandra. En fait, après, petit à petit, ça s'est ouvert aux enfants parce qu'on a eu des gens qui avaient la compétence. Hein, je pense à Daniel Ben-Simon, qui est un Kodansha, ou Paul Rombaud aussi, qui ont des gros clubs à Paris. Et il faut avoir aussi la population, parce que des fois, on peut avoir un club enfant, mais voilà, la population, on la cherche un peu. Et il y a tout un programme enfant qui est en train d'être construit, en fait, pour justement
justement, on peut pas faire de clé aux enfants, c'est ce que je dis toujours. Donc, il faut avoir une compétence particulière, amener ça sous forme de jeu, etc., etc. Parce qu'au début, les enfants, c'est juste le déséquilibre, la façon de se placer, le mouvement. C'est pas, on va pas faire un côté gâchis sur un enfant. Alors, c'est intéressant, on va débattre là. Moi, je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Je sais que dans d'autres arts martiaux et sports de combat, on apprend les clés aux enfants et ça se passe très bien. En judo, ça se passe plutôt bien. Bon, les enfants, ils aiment bien rouler par terre, faire C'est des... ça. Donc, sous forme de jeu, ils apprennent petit à petit. C'est vrai que les tout petits, on leur apprend pas des clés de briser le coude, etc. Bon, parce qu'ils sont tout petits, ils contrôlent pas encore leurs mouvements, etc. Mais les enfants à partir de 8-10 ans, je sais que dans certaines pratiques, par exemple le jiu-jitsu brésilien, si le prof est pédagogue, ça se passe plutôt bien. D'accord, mais moi, je connais pas le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, c'est la limite de mes compétences. C'est ce que disait Eric, c'est que j'ai pas fait jusqu'ici, en fait, il n'y a pas de professeur. Comme il n'y avait pas d'enfants et que c'était pas ouvert aux enfants, en fait, il n'y a pas vraiment de gens compétents pour enseigner aux enfants. Enfin, compétents, dans le sens, il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu de formation. Donc c'est un travail en cours. Oui, c'est un travail en cours. Et qui se concrétise maintenant sur certains clubs où ils arrivent vraiment à faire de l'enfant. Après, je leur ai pas demandé si, pour ces gens qui font beaucoup d'enfants, s'ils font les clés. Moi, je suis toujours un peu réticent parce que je veux pas une blessure sur un adolescent, 13-14 ans. Alors, jiu-jitsu brésilien, je les ai pas vus travailler. On a un cours de jiu-jitsu brésilien après nous le mercredi. Je les ai pas regardés travailler. Ça serait intéressant d'ailleurs que je regarde un peu. Mais parce que je sais qu'il y a toujours une fragilité au niveau de l'articulation des tendons. Faut faire attention. Oui. Ils sont assez laxes. Donc, voilà. C'est toujours Ils voilà. se rendent Et pas compte ouais. de la dangerosité de la clé, en fait. Hein. Parce que déjà, des adultes non souples en aikibudo, souvent, ils veulent pas se laisser faire. Ouais. Et en fait, c'est au moment où ils se bloquent que c'est là qu'on se blesse. Donc, le tout, c'est d'arriver à faire comprendre ça à un enfant. Parce que l'enfant, il va trouver ça rigolo de faire une clé. Voilà, il va se dire c'est super, mais il comprend pas forcément la dangerosité et il connaît pas la limite de la clé. Un adulte peut comprendre déjà physiquement. En plus, un enfant, souvent, c'est assez souple. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a tout un travail à faire. On n'est peut-être pas obligé de marquer autant les clés. Hein, il y a quand même assez de travail de projection en aikibudo pour pouvoir éventuellement faire des cours plus adaptés aux enfants. Oui. Oui, c'est vrai que c'est l'évolution du sport dans notre société. Il y a de plus en plus d'enfants dans les clubs. Et il a fallu adapter. C'est vrai que le judo a été le premier, en tous les cas en Occident, le premier art martial. C'est un peu saturé, karaté, judo, quand vous voyez le nombre d'enfants qu'il y a. C'est une majorité dans les clubs. Oui, voilà. Enfin, moi, je vois à chaque fois, en début d'année, ils sont 50 enfants sur les tatamis, quoi. C'est juste pas vrai. C'est bien d'un côté parce que ça oblige les professeurs à proposer un système de formation très pédagogique. Il faut vraiment que ce soit de la pédagogie. C'est vrai que dans certaines disciplines, par exemple en boxe anglaise, ils sont encore réticents à prendre les enfants parce que c'est assez dur quand même comme pratique. Mais je pense que dans tous les arts martiaux et tous les sports de combat, si on met en place des protocoles pédagogiques assez bien carrés, on peut enseigner à toutes les catégories d'âge. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Bien sûr, sur cet aspect. C'est pour ça que c'est en train de se construire, en fait, parce qu'au début, on n'avait pas la compétence. Ceci dit, on a des ados. Hein. Les ados, ça se passe bien parce que justement, ils commencent à avoir une conscience de leur architecture corporelle, savoir comment ils se déplacent, etc. Donc, bien sûr, il y a tout à construire, mais la forme aikibudo, etc., se voit bien chez les ados. Après, chez les enfants, il y a des enfants qui sortent pour l'aikibudo et qui sont issus de l'aikibudo et qui étaient petits en aikibudo et qui, en grandissant, vont devenir des très bons aikibudokas, ouais, tout à fait. Mais voilà, ils sont pas légion, mais parce qu'il n'y a pas non plus une foultitude de clubs qui font de l'enfant. Voilà. Et puis, il n'y a pas tant de clubs que ça en aikibudo. J'ai du mal à me représenter le nombre en France de pratiquants ou de clubs. On est à peu près 1500. On est une petite communauté, en fait. Essentiellement concentrée en région parisienne, en plus. Ouais, donc, voilà. Après, en nombre de clubs, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Et c'est vrai que, comme disait Sandra, le plus gros volume est sur Paris ou sur l'Est ou sur le Rhône-Alpes aussi. Il y a des volumes de pratiquants. Sur les grandes villes. Voilà, sur les grandes villes. D'où c'est plus restreint. On est 3000 dans le monde, en fait, à faire l'aïkibudo. Oui, donc c'est un art martial qui est encore peu développé, mine de rien, parce que je compare avec, par exemple, le judo ou le karaté en France. En judo, en France, l'année dernière, ils étaient 590 000 pratiquants. Mais après, vous avez un côté populaire avec les Jeux Olympiques aussi. Hein. Oui. Et puis, il y a quand même... Il y a l'esprit de compétition. Il y a l'esprit de compétition, c'est un peu plus abordable. Je crois que même l'aïkido qui est très connu, ils sont pas tant que ça en France en réalité. Alors je vais vous dire, parce que j'ai eu le chiffre récemment, je me suis renseigné, vous voyez. Il a révisé. Les choses se préparent. 20 000. Ah ouais, c'est quand même assez confidentiel. Bon, encore 20 000, ça commence à faire une bonne communauté de pratiquants, mais ça reste confidentiel. On est ce petit groupe-là, mais il y a un état d'esprit aussi
qui est affilié à l'aïkibudo, c'est alors dire c'est une famille, ça serait voilà, peut-être pour certains ça paraît un peu pompeux, etc. Mais non, il y a vraiment une sensibilité à intégrer les pratiquants, tout type de pratiquants, pratiquantes en fait, qui viennent nous voir et nous rencontrer, parce que le programme est dans une démarche de partage en fait, et il n'y a pas le côté, on est 4 professeurs en fait, hein, donc sur Antibes, hein, avec un professeur de Katori et 2 professeurs d'aïkibudo aussi de l'autre côté. Et il y a cette volonté d'intégration toujours. Voilà, les ceintures blanches, il n'y a pas les ceintures noires qui vont travailler de leur côté, les ceintures blanches qui sont mises de côté. Non, il y a vraiment une intégration et on prendra le temps qu'il faut pour que les gens puissent s'intégrer à leur rythme, parce que voilà, chacun a son rythme, chacun a sa compréhension des choses, et ça c'est très important pour nous en fait aussi. Oui, hein. oui. Et puis comme c'est un art martial qui est en train de se structurer, qui est pas encore comme le judo structuré depuis un moment, c'est vrai qu'il y a aussi des modifications petit à petit. Je sais que, je pense en tous les cas savoir que l'aïkibudo que vous avez connu par exemple au début de votre pratique n'est plus tout à fait celui qui existe de nos jours. Il y a eu des mutations, Il y a eu des quelques évolutions. modifications, oui, que moi j'apprends un petit peu. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est aussi dans l'évolution des différents maîtres, dans leur façon de penser, dans leur façon de vouloir enseigner cet art martial. Donc il y a mais c'est très léger. Enfin, moi, par rapport à ce que moi j'ai appris au départ, c'est pas flagrant. Ça dépend sur les Kion, par exemple sur les Kion Osae. Avant, les atémis étaient très marqués. Bon, ça venait du jujitsu. Le programme en lui-même est resté le même, c'est la façon de faire les techniques qui Exactement, évolue. tout Il y à a un fait, côté voilà. plus fluide, plus harmonieux. Mais on peut très bien montrer à un pratiquant parce qu'il faut lui montrer aussi le fond de la pratique et où est le budo en fait, parce que très souvent, si on édulcore mais sans montrer le budo, il se dit c'est quoi en fait, il se passe quoi, ou c'est quoi la différence. Et à des moments, on peut lui montrer la technique avec un atémi beaucoup plus marqué pour lui montrer que là tu peux rentrer avec un atémi du coude, etc., etc. Voilà. Et après, on repasse sur le plan, on va dire, de l'harmonie, puisque c'est ce que veut le maître, et du respect du partenaire dans son intégrité, etc., pour que ça soit en fait un art de paix et non pas un art de guerre. Oui, parce que de toute façon, au départ, quand l'aïkibudo, enfin au départ, c'est-à-dire que le but d'enseigner l'aïkibudo n'était pas dans un but au final guerre. Enfin, quand ça a été introduit au grand public, le but n'est pas d'aller chercher de faire la guerre aux autres. C'était vraiment de partager quelque chose, d'enseigner un art martial, mais dénué de toute agressivité, en fait. Alors, ça m'amène à une question importante. Est-ce que vous pensez que c'est efficace pour la self-défense ? On pourrait le mettre que dans la self-défense. Parce que, justement, le maître a une pratique du jujitsu, Nihon Kijutsu, qui était, on va dire, ou l'aïkido jujitsu, qui était sa base. Mais lui a voulu édulcorer ça et passer justement sur une phase de développement dans les distances et tout ce qu'on a déjà évoqué avant. Mais si un pratiquant, professeur X ou Y, voudrait garder que la substantifique moelle de la self-défense, on le retrouve dans le shikama et dans les saisies. Puisque c'est les distances, on va dire, d'agressivité. Et donc là, oui, effectivement, vous pourriez faire ça. Mais c'est pas le but de l'aïkibudo. Voilà. C'est pas le but, mais une composante. Ça peut être efficace. Voilà. Et c'est vrai que quelqu'un qui s'intéresse à l'aïkibudo, à des moments, il peut très bien poser cette question-là et on va lui dire, oui, vous pouvez en faire. Ça sera intégré dans le programme, mais ce n'est pas l'unique objectif, puisque finalement, il n'y a pas une technique et une réponse à une attaque, en fait. On s'inscrit dans un mouvement, et dans ce mouvement, il y a une fraction de seconde où vous pouvez pénétrer, et après, c'est tout votre travail comme disait, sur le Zanshin au départ, le Kime, voilà. Et du coup, ça nécessite d'avoir une condition physique quand même assez développée, ou n'importe qui peut commencer à pratiquer ? N'importe qui peut commencer à pratiquer, oui. Après, disons que si vous voulez perdurer dans le temps, c'est bien de garder une certaine forme physique et de ne pas avoir, par exemple, des articulations fragiles, comme je dis. Mais bon, il y en a qui arrivent très bien parce qu'au final, les professeurs s'adaptent aussi aux élèves. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas rester trop longtemps à genoux, on va les autoriser à rester debout. Évidemment, le temps de la pratique ou le temps de la technique, ils vont aller jusqu'au bout ou peut-être jusqu'à moitié, c'est possible. Mais dans l'idéal, oui, mais alors après, quand je dis une certaine forme physique, c'est parce que
par exemple en aikibudo, le corps il est quand même mis à mal. C'est-à-dire que vous chutez, on vous fait des clés. Bon, si vous êtes fragile déjà au départ, il va falloir se renforcer un petit peu. Voilà, il va falloir gainer un petit peu. Mais bon, il y a pas, c'est ouvert à tous. Il y a pas besoin d'être taillé d'une certaine façon pour pratiquer. C'est un point intéressant parce que je crois que la plupart des gens qui ne font pas de chute ne réalisent pas forcément, parce qu'on voit souvent les grands maîtres chuter et on a l'impression, comme ils ont un haut niveau technique, qu'il n'y a aucun choc voilà, et que c'est très facile. Alors qu'en fait, quand on chute, même avec un certain niveau technique, on rencontre quand même le sol et il y a toujours des chocs un peu à droite, à gauche, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui serait un peu fragile ou qui aurait un surpoids ou qui serait en mauvaise condition physique et passer un cours entier à chuter, à faire des ukémis par exemple, c'est compliqué. Alors, c'est une bonne question. Déjà, ils passent pas un cours à chuter, je vous rassure. Sinon, les gens, ils sont détruits. Ouais. Après, sur des niveaux plus élevés, on va dire 3, 4, 5, etc. Et après, il faut voir l'âge aussi, parce que l'âge faisant, on va moins avec l'inertie, on va moins facilement au sol. Voilà, on a des lombaires un peu plus vrillés, parce qu'on a beaucoup chuté, on a beaucoup été, on va dire, un exécutant. Le dos, il prend cher, voilà. Quand même. Non, on fait les ukémis, en fait, c'est une partie du travail, mais voilà, on va pas le faire durer. Alors après, moi, j'aménage toujours avec un gros tatami pour que voilà, ils soient à l'aise et pour qu'ils expérimentent en fait le positionnement du corps dans l'espace et qu'ils savent comment ils doivent se réceptionner quand ça sera le vrai tatami en dessous. Mais après, je pense qu'il y a aussi un peu, comment dirais-je, des conditions particulières de chaque individu. Il y a certains. Moi, j'adorais chuter. Voilà, j'adore toujours chuter. Je peux moins qu'avant, mais j'adorais être projeté. Ouais. Ah ouais, j'adorais chuter. Mais par les chutes, j'apprenais en fait la technique parce que quelque part, suivant comment la personne la faisait, est-ce que je ressentais aussi. Oui, c'est là qu'on ressent vraiment voilà, il y avait si un échange la en fait, voilà. ou pas, si la donc, projection ça me est plaît, bien mais il y a faite. certaines personnes, elles freinent un peu des deux pieds pour dire bon, est-ce que je vais y aller ou pas. Généralement, au bout de 2-3 cours, ils savent si ça leur plaît ou pas. C'est parce que les chutes étant vraiment ce par quoi il faut commencer, sans chute, vous ne faites pas de technique. Donc généralement, moi j'ai remarqué souvent les débutants, au bout de 2-3 cours, ils arrivent à voir si c'est ce qu'ils voulaient faire ou pas, ou si physiquement ils se sentent capables d'y aller ou pas. En général, c'est des adultes qui commencent. Non, on peut avoir des ados aussi, oui, ados. Ouais. Mais bon, on demande toujours un certificat médical. Au départ, il y a toute la législation derrière nous aussi. Voilà, une autorisation parentale s'ils sont pas majeurs, etc. Pour que voilà, on essaye de donner les garanties aussi aux pratiquants, de le mettre dans des bonnes conditions et dire bon, il nous est arrivé récemment, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu 3 pratiquants jeunes, petite vingtaine en fait, et il y en a un, j'étais pas sûr de sa condition physique. Parce que, même sur des cours d'essai, si on fait toujours des cours d'essai, c'est normal, il faut que les gens testent, il faut qu'ils viennent regarder, voir la pédagogie, c'est normal, c'est la force des choses. Et il transpirait beaucoup, donc je lui ai demandé d'aller voir un médecin assez rapidement pour savoir s'il pouvait... il était voir un médecin, et le médecin a dit... c'est peut-être pas forcément pour vous, parce que même au niveau cardio, voilà. Donc, voilà. Et ça n'a pas posé de problème, parce que c'est aussi sa sécurité à lui. Et dans le travail des armes, c'est pas justement moins physique ? Alors ça, je te laisse répondre. Moi, je trouve pas, mais bon, après... voilà. Alors, c'est moins... Alors, il y a moins de choc. Voilà, parce que justement, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute, donc d'une certaine manière... Et puis, il y a quand même des techniques à genoux, mais les 3/4 du temps, vous êtes debout quand même. J'aime bien le quand même. Oui, non. On est sauvé les 3/4 du temps, on est debout. Oui, mais parce qu'en aikibudo, il y a beaucoup de techniques à genoux. Oui, techniques à genoux, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Et puis on finit parfois à genoux. Oui, voilà, il y a quand même un choc. Le daito, c'est à genoux aussi. Mais sur les articulations, vraiment, l'aikibudo, c'est assez percutant quand même. Donc, en Katori, vous avez peut-être moins de choc, on va dire, de grands chocs. Après, physiquement, il faut quand même tenir ses armes, quoi. Il faut. Quand vous avez un passage en grade en Katori, quand vous êtes déjà sur deuxième dan, ça commence déjà aussi à être sérieux. Le temps est long. Troisième dan. Quand vous êtes à bout de bras, vous enchaînez les armes, c'est long. 3h30, on se passe les armes, puisqu'on fait les 2 rôles. Il y a 2 rôles. Il y a
Voilà, il y a le rouleau Boken, il y a le rouleau Beau, le donc rouleau ça dure Boken. toute la matinée pratiquement. Ah bah oui, c'est 3 heures. Ouais, mais c'est infernal en fait, hein, je peux vous dire. D'ailleurs, je me dis comment tu as survécu. Et des fois, je comprends leurs difficultés quand je les vois un peu se galérer avec des techniques d'échange de sabre ou même de Beau contre Boken, Beau contre Naginata, Boken contre Naginata, pardon. Voilà, ou après le Yai. Je dis comment je fais parce qu'après on s'échange les armes, on fait les deux rôles. Donc dans les katas debout, par exemple, les 6 katas debout. Alors sur le premier dan, on ne demande pas les deux rôles, mais après on demande les deux rôles. Donc hop, c'est à toi de jouer, t'es le Beau, maintenant je suis le Boken, et etc. Il faut avoir un peu de cardio, quoi. Voilà, et ça s'enchaîne, et le jury a envie de voir du rythme. Il n'a pas envie de voir des gens... 1, 2, non, il a envie de voir des gens qui ont du timé, ce qu'on disait tout à l'heure, des Zanshin, et voilà. Et, des gens qui et restent de la verticalité, concentrés, qui sont concentrés, qui travaillent ouais. avec leur énergie, qui passent leur énergie au sabre ou à la Naginata, et donc ils sont là, ils mettent ce qu'il faut dedans, avec leur trip. Donc et là ça devient très physique. C'est sûr que si on regarde comme ça à l'extérieur, on va à un cours d'essai au Katori, on se dit bon, le temps de faire les gardes, c'est la base, les gardes, voilà. Et après, c'est nos gammes. Et après, on commence à rentrer dans du kumitachi, de ce qui nous concerne. Et donc, Boken contre Boken, avec une petite passe d'armes, une coupe de poignet, une coupe kubi, c'est intéressant etc. techniquement quand même, ouais. Ah, c'est super intéressant. C'est assez riche, ouais. Ah, c'est super incroyablement riche. Puis le fait riche. qu'il y ait autant d'armes, en fait, ça vous donne... Enfin, autant d'armes et autant de variétés armes contre armes aussi, parce que c'est pas forcément la même arme contre la même arme. Du coup, il y a un panel énorme de techniques. Il y a beaucoup de choses à voir. Du coup, pour les pratiquants qui voudraient découvrir la discipline, ils peuvent vous retrouver donc au dojo d'Antibes. Est-ce que vous pouvez préciser l'adresse ? Alors, c'est au judo club d'Antibes, en fait. Ça, c'est derrière l'Intermarché, pour être très précis. Voilà, donc, vous tapez judo club d'Antibes et vous allez avoir l'adresse. Et donc, on y est depuis X années. On est en partenariat avec eux. Donc, on partage le même tatami, enfin, le mardi soir. Voilà, 20h15, 22h. Et voilà, on peut se retrouver là-bas. On a 3 lieux en fait de pratique. On a ce judo club, on a le dojo de la Fontaine, ça qui est prêté par la mairie d'Antibes et le service des sports. Et ça, c'est vrai que c'est un grand. Et là, c'est un dojo qui est grand. Ouais, et là, on il y a de pratique aussi. Voilà, il y a l'espace. On pratique donc le Katori Shintoryu et l'Aikibudo. Des fois, on peut travailler en parallèle parce que voilà, on est souvent entre midi et 2 là, mercredi, jeudi. Et puis, on a aussi la salle Omnisport ou la salle d'escrime du mercredi soir. On est à 20h, 22h et on pratique là le Katori Shintoryu puisque c'est une salle d'escrime en plus. Donc, la salle est immense, elle est belle. En plus, elle est très bien éclairée. Il y a des miroirs, donc ça permet de rectifier les postures. Enfin, voilà, c'est un vrai cadeau du ciel, je dirais-je, sans parler de Tenshin Shoden. Mais enfin bon, on peut penser au ciel. Vous m'avez suivi. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où ils pourraient vous retrouver ? Facebook, Instagram ? Alors, on a Aikibudo Nagisa Dojo sur Facebook et Katori Nagisa Dojo. Ok, super. Donc, c'est De toute assez façon, simple. je mettrai tout dans la Ouais, dans c'est la assez vidéo. simple. Voilà, donc ils tapent ça, ils ont tous les horaires, ils ont aussi une petite, des petites photographies ou des vidéos de ce qui peut se passer à des moments sur la vie du club. Et, voilà. Et puis on a un site internet bien sûr fixe avec Nagisa Dojo. Ok, bon, très bien. J'invite du coup les auditeurs de la chaîne de Budo à vous retrouver à Antibes s'ils sont dans la région. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les ouvrages d'Aikibudo ou de Katori Shintoryu, vous pouvez retrouver ces ouvrages sur notre site www.budo.fr. Je vous remercie d'avoir présenté l'Aikibudo et le Katori Shintoryu. Je vous remercie beaucoup, monsieur Messosan, de votre accueil. Je remercie les auditeurs de Budo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine sur le Martial Azure Podcast. 1, 2...